Imagine un instant que tu es assis en face de quelqu'un que tu aimes profondément, quelqu'un dont la présence te réchauffe, dont le regard te calme, dont le simple fait d'être là rend le monde un peu plus supportable. Et imagine que, sans t'en rendre compte, tu fais quelque chose, encore et encore, qui l'éloigne doucement de toi. Pas de façon dramatique, pas d'un seul coup. Mais progressivement, comme une marée qui se retirait presque imperceptiblement jusqu'au jour où tu regardes autour de toi et tu te demandes mais où est-il allé aujourd'hui? Je voudrais qu'on parle de ça. De ces comportements que nous adoptons dans nos relations, souvent avec les meilleures intentions du monde, et qui pourtant produisent l'effet inverse de ce que nous espérions. Ces habitudes qui, au lieu de rapprocher, éloignent, au lieu de rassurer, étouffent, au lieu de construire, fragilisent, et je veux qu'on en parle avec beaucoup de douceur. Parce que si tu fais ces choses, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de mauvais, ce n'est pas parce que tu ne sais pas aimer, c'est souvent parce que tu as trop peur de perdre. Parce que quelque chose en toi a été blessé à un moment ou à un autre et que cette blessure guide tes comportements à ton insu. Ce que je veux qu'on explore ensemble aujourd'hui, c'est non seulement ce que tu fais, mais ce que cela dit de toi. Parce que nos comportements dans les relations sont des miroirs. Ils reflètent nos peurs les plus profondes, nos croyances les plus anciennes, nos besoins les plus fondamentaux. Et quand on commence à comprendre ce miroir, quelque chose change. Pas du jour au lendemain, mais quelque chose commence à se déplacer doucement à l'intérieur. Alors je t'invite à rester avec moi pendant cette heure, écouter sans te toucher, à observer comme on observerait un paysage depuis une fenêtre sans chercher à le contrôler, juste à regarder, à comprendre et peut-être à commencer à choisir autrement. Commençons par quelque chose d'essentiel, la peur de perdre l'autre. Il y a une chose que j'ai observée au fil des années, à travers mes lectures, mes recherches, mes rencontres avec des patients et aussi à travers ma propre vie. Et la plupart des comportements qui abîment les relations ne naissent pas de l'indifférence. Ils naissent de la peur profonde, viscérale de se retrouver seul, de la peur d'être abandonné, de la peur de ne pas être suffisant. Et cette peur, elle est humaine, elle est universelle. Nous sommes des êtres de lien, depuis des millénaires, notre survie a dépendu de notre capacité à appartenir à un groupe, à maintenir des liens affectifs. Alors quand ces liens sont menacés, quelque chose de très primitif se réveille en nous, et ce quelque chose ne pense pas toujours clairement. Pense à un enfant qui a peur que sa mère parte. Que fait-il? Il s'accroche. Il pleure, il fait tout pour retenir sa présence. Ce comportement est naturel, adapté à l'âge. Mais quand nous devenons adultes, si cette peur de l'abandon n'a pas été suffisamment apaisée, si nous n'avons pas appris à nous sentir en sécurité dans les relations, nous continuons à utiliser ces mêmes stratégies d'enfants. Nous nous accrochons, nous contrôlons, nous supplions parfois sans mots, et l'autre qui est un adulte, qui a besoin d'espace, d'autonomie, de liberté, commence à se sentir étouffé, commence à reculer. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que l'amour ne peut pas s'épanouir dans l'étroitesse. Parlons du premier comportement, celui que j'appelle la surveillance constante. C'est ce besoin de savoir où est l'autre à tout moment, de vérifier ses messages, pas forcément en lisant ses conversations, mais en observant à quelle heure il a été vu en ligne. De remarquer chaque petite absence, chaque retard dans la réponse, de poser des questions qui semblent anodines, mais qui sont en réalité des vérifications. Tu étais où? Tu as vu qui? Pourquoi tu n'as pas répondu plus tôt? Je ne dis pas que ces questions sont mauvaises en soi. Dans une relation saine, on peut tout à fait s'intéresser à la vie de l'autre. Mais il y a une différence entre l'intérêt sincère et la surveillance anxieuse. La différence, c'est l'intention derrière et surtout la fréquence, le ton et l'effet que ça produit sur l'autre. Quand l'autre commence à se sentir observé, contrôlé, il développe quelque chose de très naturel, le besoin de s'échapper. Non pas parce qu'il a quelque chose à cacher, mais parce que l'être humain a besoin d'espace pour exister pleinement. Nous avons tous besoin d'un espace intérieur et extérieur qui nous appartient. Un espace où nous ne sommes pas évalués, surveillés, rougés. Et voilà le paradoxe cruel. Plus tu surveilles, plus tu éloignes. Plus tu essayes de te rassurer par le contrôle, moins tu te rassures vraiment. Parce que la sécurité ne vient pas du contrôle de l'autre, elle vient de la confiance. Et la confiance, elle se construit, elle ne se force pas. Alors que révèle ce comportement de toi? Il révèle une anxiété d'attachement, il révèle que quelque part tu ne te sens pas suffisamment digne d'être aimé, que tu as besoin de preuves constantes, de confirmations répétées que l'autre est encore là, qu'il ne va pas partir. Il révèle peut-être aussi une expérience passée de trahison, d'abandon de quelqu'un qui est parti sans prévenir. Et je veux te dire quelque chose d'important ici, comprendre d'où vient ce comportement, ce n'est pas l'excuser indéfiniment, c'est en prendre conscience pour pouvoir commencer à le transformer.
Passons maintenant au deuxième comportement, celui que j'appelle la demande de réassurance permanente. Tu connais peut-être cette situation, tu posais une question à l'autre, tu m'aimes encore ? Tu es sûr que tu veux être avec moi? Je ne suis pas trop ceci ou trop cela, et l'autre te répond, te rassure, et tu te sens mieux pendant quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques jours. Puis l'anxiété revient et tu reposes la même question sous une forme légèrement différente. Ce cycle de demande de réassurance est épuisant pour les deux personnes. Pour toi, parce que la réassurance ne dure jamais assez longtemps, et pour l'autre, parce qu'il commence à se sentir impuissant. Quoi qu'il disait, ça ne suffit jamais vraiment. Et progressivement, il peut commencer à se demander si la relation en vaut la peine, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il se sent dans une bataille qu'il ne peut pas gagner. J'ai rencontré dans mon travail une femme que j'appellerais Isabelle. Elle avait une relation avec un homme qu'elle aimait sincèrement. Mais chaque semaine, parfois chaque jour, elle lui demandait de lui confirmer ses sentiments. Elle analysait chaque message, chaque ton de voix, chaque silence. Et son compagnon, qui était quelqu'un de patient et d'aimant, a commencé à se sentir épuisé. Il lui disait « Je t'aime, mais je ne sais plus comment te le prouver ». Et c'est là que la relation a commencé à se fragiliser. Que cette demande de réassurance révèle, c'est un manque de sécurité intérieure. C'est le fait de chercher à l'extérieur ce qui doit venir de l'intérieur. La confiance en soi, la certitude d'être aimable, d'avoir de la valeur, ça ne peut pas venir uniquement de l'autre, ça doit aussi venir de toi. Et c'est là l'un des grands travaux de la vie, apprendre à se sentir digne d'amour, non pas parce que quelqu'un nous le dit, mais parce qu'on le sait profondément en soi. Continuons avec un troisième comportement, peut-être le plus subtil, celui que j'appelle la fusion émotionnelle. C'est ce moment où tu perds la frontière entre toi et l'autre, où son humeur devient ta humeur. Ou s'il est triste, tu es triste. S'il est distant, tu paniques. S'il y a une mauvaise journée, tu te demandes ce que tu as fait de mal, tu te mets à marcher sur des œufs, à adapter chacun de tes comportements à l'état émotionnel de l'autre, à essayer de gérer ses émotions pour qu'il soit bien et donc pour que tu sois bien. Ça ressemble à de la sensibilité et en partie ça l'est. Être attentif à l'autre est une belle qualité. Mais quand cette attention devient une dépendance, quand ton bien-être est entièrement conditionné par l'état de l'autre, c'est quelque chose de différent. C'est ce que les psychologues appellent la codépendance émotionnelle. Et l'effet sur la relation, l'autre commence à se sentir responsable de ton bonheur. Et cette responsabilité est un fardeau très lourd. Personne ne peut être responsable du bonheur d'une autre personne. Ce n'est pas possible et ce n'est pas sain. Alors l'autre commence à se sentir coupable quand il a une mauvaise journée. Il commence à se retenir d'exprimer ses émotions négatives pour ne pas te blesser. Et à force de se retenir, il s'éloigne. Ce comportement révèle souvent une enfance où les émotions des adultes autour de toi étaient imprévisibles ou intenses, où tu as appris à surveiller l'humeur des autres pour te protéger, où tu as développé une hypervigilance émotionnelle qui à l'époque était une forme d'adaptation intelligente, mais qui aujourd'hui dans une relation adulte crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Si ce contenu te touche, si tu te reconnais dans certaines de ces situations, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à explorer ensemble ces thèmes qui nous concernent tous. Parce que comprendre comment nous fonctionnons dans les relations, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Parlons maintenant d'un quatrième comportement, celui-là peut être plus difficile à reconnaître, celui que j'appelle les reproches déguisés en amour. Tu sais ce que c'est? Ce sont ces phrases qui commencent par « si tu m'aimais vraiment », tu ferais ceci. Ou je ne comprends pas pourquoi tu ne pensais pas à moi. Ou encore tu n'as pas remarqué que j'étais triste, tu ne fais jamais attention à moi. Ces phrases expriment une douleur réelle, un besoin réel, mais elles le font d'une façon qui met l'autre en position d'accusé. Et quand quelqu'un se sent accusé, sa première réaction n'est pas de s'ouvrir, c'est de se défendre ou de se fermer. Il y a une différence fondamentale entre dire « j'ai besoin de me sentir plus proche de toi, j'ai besoin de plus de temps ensemble » et dire « tu ne fais jamais rien pour moi ». La première phrase exprime un besoin. La deuxième est une attaque et même si les deux viennent du même endroit, de la même douleur, de la même solitude, elles produisent des effets très différents. Quand tu exprimes un besoin de façon vulnérable, l'autre peut y répondre. Quand tu attaques, l'autre se défend. Et cette dynamique, répétée dans le temps, crée une distance émotionnelle qui peut devenir très difficile à combler. Ce comportement révèle souvent une difficulté à exprimer la vulnérabilité directement. Parce que dire « j'ai besoin de toi », c'est risqué, c'est s'exposer, c'est admettre une dépendance. Et si cette vulnérabilité a été blessée dans le passé, si tu as dit « j'ai besoin de toi » et que l'autre n'a pas répondu, ou pire, a profité de cette faiblesse, alors tu as appris à protéger ta vulnérabilité derrière une armure de reproches.
C'est compréhensible, mais cette armure, elle empêche aussi la connexion. Abordons maintenant quelque chose de très important. La jalousie comme comportement de contrôle, la jalousie est une émotion humaine. Tout le monde la ressent à un moment ou à un autre. Elle signale quelque chose, une insécurité, une peur de perdre quelqu'un d'important, et en ce sens, elle contient une information utile. Mais quand la jalousie devient un mode de fonctionnement, quand elle guide les comportements au quotidien, elle devient destructrice. Je pense à un homme que j'appellerais Thomas. Thomas aimait profondément sa compagne. Mais il ne supportait pas qu'elle ait des amis, surtout des amis hommes. Il ne supportait pas qu'elle rentre tard du travail, il ne supportait pas qu'elle rit trop fort d'une blague que quelqu'un d'autre avait faite. Et à chaque fois, il lui faisait une scène, pas de façon violente, mais de façon répétée, épuisante, envahissante. Sa compagne, au début, le rassurait. Elle lui expliquait, elle prouvait, elle réduisait ses sorties pour éviter les conflits, mais progressivement, elle a commencé à se sentir en prison. Et un jour, elle est partie, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette étroitesse. Et Thomas, bien sûr, a vécu ça comme une confirmation de sa peur la plus profonde. Elle est partie comme il l'avait toujours craint. Mais il n'a pas vu que c'est sa peur elle-même, exprimée à travers la jalousie et le contrôle qui avait créé ce qu'il redoutait le plus. C'est ce qu'on appelle en psychologie une prophétie auto-réalisatrice. Tu as si peur que l'autre parte que tu adoptes des comportements qui finissent par le faire partir, et cette réalisation, quand elle arrive, peut être très douloureuse, mais elle peut aussi être libératrice. Parce qu'elle te montre que tu as du pouvoir, pas le pouvoir de contrôler l'autre, mais le pouvoir de changer ta façon d'être dans la relation. Que révèle la jalousie excessive, c'est presque toujours un manque de confiance en soi. Une conviction profonde que tu n'es pas assez intéressant, pas assez beau, pas assez drôle, pas assez intelligent. Et que si l'autre rencontre quelqu'un d'autre, il verra forcément que cet autre est mieux que toi. Alors tu essaies de l'empêcher de rencontrer d'autres personnes. Mais ce faisant, tu confirmes à l'autre que tu ne te fais pas confiance, et indirectement que tu ne lui fais pas confiance non plus. La vraie confiance dans une relation ne vient pas de l'absence d'autres personnes dans la vie de l'autre. Elle vient de la certitude que ce que vous avez ensemble est précieux, unique, et que l'autre choisit chaque jour d'être là. Prenons un moment pour respirer, parce que tout ça peut être lourd à entendre. Et je veux te rappeler quelque chose d'important, reconnaître ces comportements en toi, ce n'est pas une raison de te flageller, ce n'est pas une preuve que tu es incapable d'aimer ou d'être aimé. C'est au contraire un signe de maturité, de courage, de volonté de grandir. Chacun d'entre nous porte des blessures. Chacun d'entre nous a développé des stratégies pour survivre émotionnellement. Et ces stratégies, à un moment, nous ont protégés. Le problème, c'est quand nous continuons à les utiliser dans des contextes où elles ne sont plus nécessaires, où elles font plus de mal que de bien. La croissance, c'est exactement ça. C'est reconnaître ces vieilles stratégies, les remercier pour ce qu'elles ont fait pour nous et commencer à en choisir de nouvelles plus adaptées à qui nous sommes devenus. Si tu trouves cette exploration utile, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces conversations, on a besoin de les avoir plus souvent. Dans notre vie, dans nos relations et aussi avec nous-mêmes, continuons avec un comportement que j'entends souvent dans les témoignages de gens qui souffrent dans leurs relations. Celui que j'appelle le sacrifice silencieux, c'est ce comportement où tu donnes sans jamais demander en retour. Tu fais passer les besoins de l'autre avant les tiens systématiquement. Tu annules tes plans pour être disponible, tu renonçais à tes désirs pour satisfaire les siens, tu t'effaces progressivement au nom de l'amour et tu attends que l'autre remarque. Tu attends qu'il fasse pareil pour toi. Et quand ça ne vient pas, tu accumules de la rancœur. Et un jour, cette rancœur explose, souvent de façon disproportionnée par rapport à l'événement déclencheur. Et l'autre est surpris, il ne comprend pas, parce qu'il ne savait pas que tu souffrais, parce que tu ne lui avais jamais dit. Ce comportement révèle souvent une croyance très ancrée, que pour être aimé, il faut mériter cet amour, que si tu exprimes tes besoins, tu vas être vu comme égoïste, comme trop exigeant, comme difficile. Et que la seule façon de garder l'autre près de toi, c'est de lui être indispensable, de tout faire pour lui, de ne jamais lui causer de problème. Mais voilà ce que cette croyance oublie. Une relation où une personne donne tout et l'autre reçoit tout n'est pas une relation équilibrée. Et les relations déséquilibrées finissent toujours par créer du ressentiment, de l'épuisement, de la distance. De plus, quand tu ne te montres jamais vulnérable, quand tu ne demandes jamais rien, tu prives l'autre de la possibilité de te donner. Et paradoxalement, c'est souvent dans le fait de recevoir que les liens se renforcent. Quand tu permets à l'autre de prendre soin de toi, tu lui offres quelque chose de précieux, la possibilité de se sentir utile, aimant, important dans ta vie. Alors, si tu te reconnais dans ce comportement, je t'invite à te poser cette question simple.
qu'est-ce que j'aurais besoin de demander aujourd'hui que je n'ose pas demander? Explorons maintenant quelque chose de très répandu et pourtant très peu discuté, ce que j'appelle le test invisible. C'est ce comportement où tu poses des situations à l'autre, souvent sans qu'il le sache, pour voir comment il réagit. Tu te rends moins disponible pour voir s'il va chercher à te retrouver. Tu ne réponds pas à un message pendant quelques heures pour voir s'il va s'inquiéter. Tu mentionnes un ami de façon vague pour voir s'il va être jaloux. Tu provoques une petite dispute pour voir s'il va faire l'effort de se réconcilier. Ces tests sont épuisants. Pour toi, parce qu'ils te maintiennent dans une anxiété constante. Et pour l'autre, même s'il ne sait pas qu'il est testé, parce qu'il ressent une instabilité dans la relation sans comprendre d'où elle vient. Et le problème avec les tests, c'est que même quand l'autre les réussit, ça ne te rassure pas vraiment. Parce que tu en inventes un autre, parce que le problème n'est pas dans le comportement de l'autre. Le problème est dans ta capacité à faire confiance. Ce comportement révèle une peur profonde d'être trahi, déçu, abandonné. Il révèle que tu n'arrives pas à faire confiance directement, alors tu crées des situations contrôlées pour tester la solidité de l'autre. Mais la confiance ne peut pas se construire sur des tests. Elle se construit sur la communication, sur la transparence, sur la vulnérabilité partagée. Je veux maintenant aborder quelque chose d'un peu différent. Quelque chose qui concerne non pas ce que tu fais, mais ce que tu évites de faire. Parce que parfois, ce qui éloigne l'autre, ce n'est pas un comportement actif, c'est une absence, l'évitement émotionnel. Il y a des personnes qui, face à l'intimité, reculent. Non pas parce qu'elles ne veulent pas de connexion, mais parce que l'intimité leur fait peur, parce que c'est laisser vraiment connaître, c'est risqué. Si l'autre te voit vraiment avec tes failles, tes contradictions, tes peurs, il pourrait décider que tu n'es pas assez bien. Alors tu gardes une distance, tu restes dans la surface, tu parles de tout sauf de toi. Tu changes de sujet quand la conversation devient trop personnelle, tu fais des blagues quand les émotions montent, et l'autre qui cherche à te rejoindre, qui cherche à te connaître vraiment, commence à se sentir exclu. Commence à se demander si tu lui fais confiance, si tu l'aimes vraiment, si tu es vraiment présent dans cette relation. L'évitement émotionnel révèle souvent une honte profonde. La conviction que si l'autre te voyait vraiment, il ne t'aimerait plus, et cette conviction, elle est presque toujours fausse, mais elle est tellement ancrée qu'elle résiste à toute logique. Le chemin hors de l'évitement émotionnel, c'est la vulnérabilité progressive. Ce n'est pas de tout révéler d'un coup. C'est de commencer à partager des petites choses, de voir comment l'autre reçoit ça et de construire progressivement une confiance qui permet d'aller plus profond. Permettons-nous maintenant une pause réflexive. Parce que j'ai envie de te poser une question et je t'invite à y répondre honnêtement pour toi-même, pas pour moi. Parmi tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as reconnu ? Un comportement, une peur, une stratégie que tu utilises peut-être sans t'en rendre compte. Et si oui, est-ce que tu peux observer ça avec curiosité plutôt qu'avec jugement ? Parce que l'observation sans jugement, c'est le premier pas vers le changement. Pas la culpabilité, pas la honte, juste la conscience, juste le fait de voir ce qui est là. Si ce contenu résonne avec toi, je t'invite à continuer à m'accompagner en t'abonnant à cette chaîne, parce que nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble et je suis heureux de le faire avec toi. Parlons maintenant de quelque chose que je considère comme l'un des aspects les plus importants de cette exploration. La relation entre nos comportements dans les relations amoureuses et notre histoire d'attachement. John Bowlby, le psychiatre britannique qui a développé la théorie de l'attachement, a montré quelque chose de fondamental. La façon dont nous nous attachons aux autres dans l'âge adulte est profondément influencée par nos premières expériences de lien avec nos figures d'attachement, généralement nos parents ou nos principaux gardiens. Si dans l'enfance tu as eu des parents qui étaient disponibles et cohérents, qui répondaient à tes besoins de façon prévisible, tu as probablement développé ce qu'on appelle un attachement sécure. Tu as appris que les autres sont dignes de confiance, que tu peux compter sur eux, que si tu exprimes un besoin, quelqu'un y répondra. Et cet apprentissage, tu le portes dans tes relations adultes. Mais si tes figures d'attachement étaient imprévisibles, parfois présentes et parfois absentes, parfois aimantes et parfois froides, tu as peut-être développé un attachement anxieux. Tu as appris que l'amour est incertain, qu'il peut disparaître, qu'il faut se battre pour le garder. Et dans tes relations adultes, tu cherches constamment des preuves que l'autre est encore là. Si tes figures d'attachement étaient régulièrement absentes ou émotionnellement indisponibles, tu as peut-être développé un attachement évitant.
Tu as appris que dépendre des autres est dangereux, qu'il vaut mieux compter sur soi-même. Et dans tes relations adultes, tu maintiens une distance émotionnelle même quand tu aimes. Et si ton environnement d'enfance était chaotique, imprévisible, parfois effrayant, tu as peut-être développé un attachement désorganisé. Tu veux de la proximité, mais elle te fait peur en même temps. Tu attires les gens et tu les repousses dans un même mouvement. Je t'explique tout ça non pas pour que tu te ranges dans une catégorie et que tu t'y enfermes, mais pour que tu comprennes que tes comportements dans les relations ne sont pas des défauts de caractère, ils sont des apprentissages, des adaptations à ton environnement d'origine. Et ce qui a été appris peut être désappris, ou plutôt peut être complété par de nouveaux apprentissages. La bonne nouvelle, et c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que l'attachement n'est pas figé. Les recherches en neurosciences et en psychologie ont montré que notre cerveau reste plastique tout au long de la vie, que nous pouvons, avec du travail, de la conscience et souvent avec l'aide de relations sécurisantes, qu'elles soient thérapeutiques ou amicales ou amoureuses, développer un attachement de plus en plus sécure. Ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible et c'est l'un des voyages les plus beaux que l'on puisse entreprendre. Abordons maintenant quelque chose de très concret. Que faire différemment ? Parce que comprendre, c'est bien, mais agir autrement, c'est ce qui change vraiment les choses. La première chose que je propose, c'est de développer ce que j'appelle la conscience de soi dans le moment présent, c'est-à-dire apprendre à remarquer en temps réel quand une de ces vieilles stratégies s'active, quand tu commences à surveiller, à tester, à t'effacer, à reprocher, à te fermer. Et au lieu de suivre automatiquement cette impulsion de faire une pause, juste une pause, un moment de respiration et de te demander qu'est-ce que je ressens là vraiment ? De quoi ai-je peur ? De quoi ai-je besoin ? Cette pause peut sembler simple, elle ne l'est pas, parce que nos réactions automatiques sont très rapides, très puissantes. Elles ont été répétées des milliers de fois. Mais avec de la pratique, cette pause devient possible. Et dans cette pause, il y a une liberté. La deuxième chose, c'est d'apprendre à communiquer à partir de soi plutôt que sur l'autre. Au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », dire « j'ai besoin de me sentir plus proche de toi ». Au lieu de dire « tu es toujours distant », dire « quand tu es silencieux pendant longtemps, je me sens seul et j'ai peur que quelque chose ne va pas entre nous ». Cette façon de communiquer, qu'on appelle parfois la communication non violente, n'est pas une technique de manipulation. C'est une façon de parler qui permet à l'autre d'entendre ta douleur sans se sentir attaqué. Et quand l'autre ne se sent pas attaqué, il peut vraiment t'écouter, il peut vraiment répondre. La troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est de travailler sur ta relation avec toi-même. Parce que toutes les peurs que nous avons évoquées, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être suffisant, la peur de la trahison, elles ont toutes une racine commune, un manque de sécurité intérieure, un manque de confiance en sa propre valeur. Et cette sécurité intérieure, on ne peut pas la trouver uniquement dans les bras de l'autre, on doit la construire en soi. À travers la connaissance de soi, à travers la compassion envers soi-même, à travers le développement d'une vie qui a du sens indépendamment de la relation. Je veux te parler de la pleine conscience ici parce que c'est quelque chose qui m'est cher et que j'ai vu transformer de nombreuses vies. La pleine conscience dans ce contexte, ce n'est pas seulement de s'asseoir et de méditer, même si ça peut inclure ça, c'est une façon d'être présent à ce qui se passe en soi sans le fuir et sans s'y noyer. Quand l'anxiété d'attachement se réveille, quand tu ressens cette vague de peur que l'autre parte au lieu de te précipiter vers ton téléphone pour lui envoyer un message ou pour vérifier s'il est en ligne, tu peux apprendre à rester avec cette sensation, à l'observer, à reconnaître. Voilà, c'est la peur, je la connais, elle est là et elle va passer. Ce n'est pas de la répression, ce n'est pas d'ignorer ce que tu ressens. C'est de ne pas laisser cette émotion dicter immédiatement ton comportement. C'est de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, il y a la possibilité de choisir. Si ce que tu entends aujourd'hui te donne envie d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui traverse peut-être des difficultés dans ses relations. Parce que parfois, savoir qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit, ça change tout. Parlons maintenant de quelque chose qui me semble fondamental dans cette conversation, la différence entre aimer et avoir peur de perdre. Parfois, dans nos relations, nous confondons ces deux choses. Nous pensons que ce que nous ressentons, c'est de l'amour. Mais en réalité, une grande partie de ce que nous ressentons, c'est de la peur de perdre. La peur de la solitude, la peur de ne plus être aimé. Et cette confusion est importante à démêler, parce que les comportements qui naissent de la peur et les comportements qui naissent de l'amour sont très différents. L'amour veut le bien de l'autre, même si ça coûte quelque chose. La peur veut retenir l'autre, même si ça lui fait du mal.
L'amour dit « je veux que tu sois heureux et si tu es heureux avec moi, c'est merveilleux ». La peur dit « tu dois être heureux avec moi parce que si tu pars, je ne sais pas ce que je vais devenir ». L'amour laisse de l'espace, la peur étouffe, l'amour fait confiance, la peur contrôle. L'amour se nourrit de la liberté de l'autre. La peur se nourrit de sa dépendance. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je dis ça pour t'inviter à observer honnêtement dans tes comportements relationnels quelle est la part qui vient de l'amour et quelle est la part qui vient de la peur. Et si tu découvres que la peur occupait beaucoup de place, ce n'est pas une catastrophe, c'est une invitation. Une invitation à travailler sur toi-même, à construire cette sécurité intérieure dont nous avons parlé, à apprendre à aimer de façon plus libre, plus légère, plus vraie. Parce que l'amour qui vient d'un lieu de sécurité, l'amour qui n'a pas besoin de contrôler pour survivre, c'est l'amour le plus beau et le plus durable qui soit. Je voudrais maintenant aborder une question que beaucoup de gens se posent en secret. Et si c'est lui qui a un problème, et si c'est lui qui ne fait pas assez d'efforts, c'est une question légitime. Parce que dans une relation, les deux personnes ont une responsabilité et il est vrai que parfois l'autre n'est pas disponible émotionnellement. Parfois l'autre ne fait pas les efforts nécessaires. Parfois, la relation n'est pas saine pour toi. Mais voilà ce que je veux te dire avec beaucoup de douceur. Dans le cadre de cette exploration, nous nous concentrons sur ce que toi tu peux faire. Pas parce que tu es le seul responsable, mais parce que tu es la seule personne sur laquelle tu as vraiment du pouvoir. Tu ne peux pas changer l'autre, tu ne peux pas le forcer à être différent. Mais tu peux changer ta façon d'être dans la relation. Et parfois, ce changement en toi crée un espace pour que l'autre change aussi. Et parfois, il ne change pas. Et tu dois alors te poser une question différente. Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce qu'elle me permet de grandir, de m'épanouir, d'être la meilleure version de moi-même? Ou est-ce qu'elle me maintient dans des patterns qui me font souffrir? Ce sont des questions difficiles, mais ce sont les questions qui comptent. Approchons-nous maintenant de la fin de ce voyage ensemble. Et je veux conclure par quelque chose qui me tient profondément à cœur, la compassion envers soi-même. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, ces comportements, ces peurs, ces stratégies, tout ça fait partie de l'expérience humaine. Personne n'est parfait dans ses relations, personne n'aime sans peur. Personne ne traverse une vie sans blesser parfois ceux qu'il aime, sans être parfois guidé par ses propres blessures plutôt que par son amour. Et pourtant, nous continuons à essayer. Nous continuons à chercher la connexion, à tendre la main vers l'autre, à espérer, à aimer. Et c'est quelque chose d'extraordinairement courageux. La compassion envers soi-même, ce n'est pas de l'indulgence. Ce n'est pas de se dire « je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave ». C'est de reconnaître « je fais de mon mieux avec ce que j'ai et si je peux faire mieux, je vais essayer ». Pas parce que je suis insuffisant tel que je suis, mais parce que grandir, c'est beau. Parce que devenir une meilleure version de soi-même, c'est l'une des choses les plus nobles que l'on puisse faire dans une vie. Alors si aujourd'hui tu as reconnu en toi certains de ces comportements, je t'invite à ne pas t'érouger, à te regarder avec les yeux que tu aurais pour un ami cher qui souffre, avec de la douceur, avec de la compréhension. Et avec la conviction que tu peux changer, que tu peux grandir, que tu mérites des relations qui te nourrissent et te permettent de t'épanouir. Rappelons ensemble les points essentiels que nous avons parcourus aujourd'hui. Nous avons vu que la surveillance constante naît de l'anxiété et éloigne l'autre au lieu de le retenir. Nous avons vu que la demande de réassurance permanente épuise les deux partenaires et ne peut jamais vraiment combler un manque intérieur. Nous avons exploré la fusion émotionnelle et comment elle crée un fardeau pour l'autre en le rendant responsable de notre bonheur. Nous avons parlé des reproches déguisés en amour et de comment exprimer nos besoins de façon vulnérable plutôt que d'attaquer. Nous avons abordé la jalousie excessive comme symptôme d'un manque de confiance en soi. Nous avons évoqué le sacrifice silencieux et le ressentiment qu'il génère quand il n'est pas accompagné de communication. Nous avons parlé des tests invisibles et de comment ils maintiennent l'anxiété au lieu de construire la confiance. Nous avons exploré l'évitement émotionnel et la peur de l'intimité qui se cache derrière. Et nous avons vu que tous ces comportements ont une racine commune, une insécurité dans l'attachement, une peur profonde de ne pas être suffisant ou d'être abandonné. Une insécurité qui peut être transformée progressivement avec de la conscience, de la compassion et du travail sur soi. Que je veux que tu emportes de cette heure passée ensemble, c'est ceci. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes patterns, tu n'es pas prisonnier de tes peurs. Tu es un être humain en croissance, capable de changer, capable d'apprendre, capable d'aimer différemment.
Et chaque fois que tu fais une pause avant de réagir automatiquement, chaque fois que tu choisis la vulnérabilité plutôt que l'attaque, chaque fois que tu exprimes un besoin plutôt que de le taire ou de le reprocher, chaque fois que tu fais confiance un peu plus, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu réécris ton histoire, tu crées de nouveaux apprentissages, tu construis une nouvelle façon d'être dans les relations. Ce n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des jours où tu retomberas dans les vieilles habitudes. Et c'est normal, la croissance n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Tu reviens parfois au même endroit, mais à un niveau différent, avec un peu plus de conscience, un peu plus de douceur envers toi-même. Et cette douceur envers toi-même, elle est contagieuse. Quand tu commences à te traiter avec plus de compassion, tu commences à traiter les autres avec plus de compassion aussi. Quand tu te sens plus en sécurité à l'intérieur, tu as moins besoin de contrôler l'extérieur. Quand tu apprends à te faire confiance, tu peux commencer à faire confiance à l'autre. Et c'est là que quelque chose de beau peut se passer. Pas la relation parfaite qui n'existe pas, mais une relation vraie. Une relation où deux personnes imparfaites choisissent de se rencontrer honnêtement, de se voir vraiment, de grandir ensemble. C'est ça, l'amour dans sa forme la plus belle. Non pas l'absence de peur, mais le courage d'aimer malgré la peur. Non pas l'absence de blessures, mais la volonté de la regarder en face plutôt que de les laisser dicter à nos comportements. Je te remercie profondément de m'avoir accompagné jusqu'ici, d'avoir pris ce temps pour toi, pour réfléchir, pour observer, pour peut-être commencer à changer quelque chose. Ce n'est pas rien. Dans un monde qui va vite, qui nous demande d'être toujours productif, toujours performant, prendre une heure pour explorer sa vie intérieure, c'est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose de ce que nous avons exploré ensemble a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui traverse une période difficile dans sa relation, peut-être quelqu'un qui souffre sans savoir pourquoi, parce que parfois mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est déjà le début de la guérison. Et si tu as des questions, des réflexions, des choses que tu voudrais explorer davantage, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je lis chaque message avec attention et vos questions nouent souvent les sujets des épisodes suivants. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi avec douceur, avec patience, avec la certitude que tu mérites d'être aimé tel que tu es tout en continuant à grandir.